De quoi est composée la matière? La matière est composée d'atomes, eux-mêmes composés d'électrons tournant autour d'un noyau. Les atomes se groupent en général par paires, parfois par dizaines, parfois par milliers. Ils forment alors ce qu'on appelle des molécules plus ou moins complexes, mais toujours très rigides. Seules des réactions chimiques sont capables de détacher des atomes d'une molécule pour former d'autres molécules. Toute matière est donc formée de briques élémentaires, ces briques pouvant être soit des atomes simples, soit des molécules. La forme des briques à l'échelle microscopique peut être très différente d'une molécule à l'autre, plutôt sphérique, ou au contraire très allongée, ou encore très biscornue. C'est un des éléments parmi beaucoup d'autres qui va jouer sur les propriétés du matériau. L'état dans lequel se trouve ce matériau, solide, liquide ou gazeux, dépend de la façon dont ces briques tiennent les unes aux autres. Et ça va dépendre du ciment qui relie ces briques, c'est-à-dire des forces qui lient entre eux les atomes ou les molécules. Mais pas seulement, car nos briques sont un peu bizarres. Elles sont perpétuellement en mouvement. Ce mouvement, c'est l'agitation thermique. Plus la température est élevée, plus nos briques ont d'énergie pour bouger. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et si cette énergie cinétique est suffisante, elle peut empêcher le ciment de prendre, ou en tout cas avoir un effet opposé à celui des liaisons. À basse température, les briques ont peu d'énergie cinétique, et elles sont donc bien maintenues entre elles par le ciment de liaison. Elles sont très proches les unes des autres. Le matériau est alors solide. Les briques ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres, et très souvent, elles sont même disposées de façon régulière. La force qui les relie entre elles dépend de leur nature. Par exemple, dans le diamant, un des matériaux les plus durs, les atomes de carbone mettent carrément des électrons en commun. Le lien est donc très fort. Dans la glace, le lien entre les molécules d'eau se fait par l'intermédiaire de l'atome d'hydrogène, avec une intensité 20 fois plus faible que dans le cas précédent. À plus haute température, le solide devient liquide. Les liaisons entre les briques sont encore très fortes, mais l'énergie cinétique est telle qu'elles peuvent bouger un peu les unes par rapport aux autres. Les briques sont encore très proches les unes des autres, et comme un solide, on ne peut pas facilement le comprimer. Mais comme les briques sont mobiles, le liquide n'est pas rigide. Il prend la forme du récipient qui le contient. Dans un liquide, les forces qui lient les molécules entre elles sont visibles à l'œil nu. Une brique au cœur du liquide subit des forces de toutes les briques qui l'entourent. Mais une brique à la surface du liquide ne subit plus de force vers le haut, puisqu'il n'y a plus de liquide au-dessus d'elle. Le résultat, c'est que les briques de surface sont attirées vers le liquide, et donc que cette surface subit une déformation. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle des liquides. On voit très bien cette déformation à l'œil nu dans un petit récipient, comme un petit verre étroit ou une éprouvette. Quand la température augmente encore, l'énergie cinétique des briques devient telle que le ciment qui maintient ces briques devient totalement inefficace. Cette fois, la distance entre les briques peut devenir très grande, puisque plus rien ne les relie entre elles. Le matériau est devenu un gaz. Le gaz occupe tout le volume qui lui est accessible, mais il est facile à comprimer, en diminuant justement ce volume accessible. Ce classement des différents états de la matière, en solide, liquide et gaz, est quand même assez simpliste, parce que la réalité est bien plus complexe. Par exemple, est-ce que les crèmes, pâtes et autres gels sont solides ou liquides? Et les cristaux liquides, à mi-chemin entre liquide et solide? Même le verre, pourtant bien solide, ressemble à un liquide à bien des égards.